Alors, dernière partie de ce chapitre, les contestations et les crises que la Troisième République doit surmonter de 1880 à 1914, et nous commençons par les remises en cause de la République parlementaire de 1880 à 1894. C'est d'abord la montée de l'antiparlementarisme. Alors, l'antiparlementarisme, tout simplement, c'est le fait d'être contre le parlementarisme. Je vous ai mis une petite définition pour préciser tout ça. L'opposition au régime parlementaire et au régime d'assemblée, c'est-à-dire le régime de la Troisième République, ces régimes étant considérés comme favorisant la corruption, l'indécision et l'instabilité ministérielle. C'est-à-dire qu'il va y avoir un certain nombre de critiques qui touchent le fonctionnement de la Troisième République, notamment le fait que les ministères changent très rapidement et que donc la République parlementaire est jugée par certains comme étant trop faible, et des critiques aussi qui vont toucher le personnel de la Troisième République. Ceux qui se présentent comme anti-parlementaires considèrent en effet que la République favorise des phénomènes de corruption. Alors, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, mais comme dans toute démocratie ou presque, vous allez avoir à cette époque un certain nombre de scandales qui vont impliquer des personnalités politiques, et ces scandales vont parfois décrédibiliser la République. Alors, le premier exemple, c'est la démission dès 1887 du président de la République, Jules Grévy, parce que son gendre, tranquille, avait organisé un trafic de Légion d'honneur, ce qui est évidemment peu recommandable. Plus grave, au début des années 1890, le scandale du canal de Panama. Ferdinand de Lesseps, celui qui a creusé le canal de Suez, décide de faire la même chose en Amérique et de réaliser un canal à Panama. Sauf que c'est plus compliqué que prévu, ça se passe mal, sa société perd beaucoup d'argent, et elle va essayer de se maintenir en corrompant des hommes politiques de la Troisième République pour qu'ils défendent la société dans la presse et à l'Assemblée. On va corrompre des hommes politiques pour qu'ils disent du bien d'une société qui va mal, et quand cette société va s'effondrer, ça va être un énorme scandale. Je vous ai mis la une du petit journal de décembre 92, qui est assez célèbre. Vous voyez des parlementaires en train de se prosterner devant le veau d'or, une allusion à la Bible. Dans la Bible, quand Moïse monte sur le mont Sinaï pour obtenir de Dieu les tables de la loi, les Hébreux en profitent pour fondre tous leurs bijoux et faire une statue d'un veau en or. Donc cette expression, le veau d'or, est devenue une expression pour symboliser le pouvoir de l'argent. Donc ça va être une critique très très récurrente contre les hommes politiques de la Troisième République, celle d'être liés à des milieux d'affaires et d'être corrompus. Cet antiparlementarisme va aussi s'exprimer à travers la crise boulangiste du nom du général Boulanger. Alors, c'est un mouvement assez complexe. Il faut retenir que ce général Boulanger, c'est un militaire qui va devenir extrêmement populaire en France parce qu'il incarne la volonté de revanche face à l'Allemagne. C'est quelqu'un qui va être ministre de la guerre et qui va se poser en principal représentant de cette volonté de revanche. Il va incarner en quelque sorte l'homme fort, et vous allez avoir tout un ensemble de personnes qui vont se regrouper autour de lui, des personnes qui critiquent la Troisième République. Il va être élu député en 1889,
et il va proposer une dissolution de la Chambre des députés et surtout une nouvelle constitution parce qu'il demande qu'il y ait un pouvoir exécutif plus fort. Donc il est vraiment dans cette critique du parlementarisme autour d'idées nationalistes. Il veut que la France soit forte pour prendre sa revanche contre l'Allemagne. Donc là, c'est la critique du parlementarisme comme générant une instabilité ministérielle et une incapacité à prendre des décisions. Boulanger considère qu'en cas de guerre avec l'Allemagne, le parlementarisme, ça ne fonctionnera pas. En 1889, Boulanger est à 2 doigts de tenter un coup d'État. Mais le problème du général Boulanger, excusez les mots, c'est que c'est un peu un gros naze. C'est-à-dire qu'il est probablement insuffisant pour le programme qu'il est censé défendre. Donc, tous ses amis le poussent en avant. Allez, Boulanger, c'est ton moment, c'est ton coup d'État. Il va hésiter et à partir du moment où il hésite, les républicains vont s'unir et réussir à écarter la menace qu'il représente. Il va partir en exil et dès 1891, il se suicide sur la tombe de sa maîtresse, ce qui va entraîner de très très nombreuses moqueries de la part de ses adversaires. Alors, il ne faut pas non plus totalement minimiser ce mouvement, c'est pas parce que le général Boulanger était beaucoup plus faible que ce que les républicains avaient pu penser à une époque, que la crise n'est pas grave, puisqu'elle va montrer l'importance de l'antiparlementarisme en France. Autre élément, alors là encore on est dans une critique de la République parlementaire, mais une critique très différente de celle qu'on vient de voir avec le général Boulanger. Vous allez avoir à la même époque, au début des années 1890, une vague d'attentats anarchistes qui vont déstabiliser la République parlementaire. L'anarchisme, courant politique qui rejette les pouvoirs établis, notamment l'État et la religion, au profit de la liberté et de l'initiative individuelle. Donc, c'est un courant politique qui date du 19e siècle, qui existe toujours aujourd'hui et qui considère que le pouvoir ne doit pas venir d'en haut, ne doit pas s'imposer aux individus, mais il doit partir de la base. Les anarchistes critiquent la notion même d'État et veulent que les individus organisent d'eux-mêmes le fonctionnement de la société et également le fonctionnement de l'économie. Et ils rejettent également toute forme de religion organisée. En majorité, les anarchistes sont des pacifistes, mais à la fin du 19e siècle, vous allez avoir une minorité qui va défendre ce qui s'appelle la propagande par le fait. Des actions souvent violentes pour déstabiliser les pouvoirs établis. Alors, ça va avoir lieu dans toute l'Europe. Les anarchistes vont organiser tout un ensemble d'attentats et notamment des assassinats de figures politiques. Le plus célèbre, c'est l'assassinat en Russie du tsar Alexandre II. Boum, une bombe sur la voiture d'Alexandre II et il n'y a plus de tsar. L'idée, c'est de faire une propagande pour la pensée anarchiste et de mettre en péril les pouvoirs établis. Les anarchistes vont également s'attaquer à la Troisième République et à ses institutions. En 1893, l'anarchiste Auguste Vaillant va carrément balancer une bombe dans la Chambre des députés. Alors, l'image est impressionnante, mais finalement, ça ne fait pas tant de dégâts que ça, mais c'est quand même impressionnant. Les séances sont publiques à cette époque, et aujourd'hui encore d'ailleurs, et Auguste Vaillant va balancer sa bombe en plein milieu d'une séance. Surtout, en 1894,
un anarchiste va assassiner à Lyon le président Carnot. Bim, un coup de couteau dans le ventre, il n'y a plus de président Carnot. Face à ces attentats anarchistes, les républicains vont prendre des mesures très radicales, et ça va être notamment le vote de ce qu'on appelle les lois scélérates, qui vont interdire la pensée anarchiste dans la presse et la publication d'ouvrages anarchistes. C'est une remise en question de la liberté de la presse, quelque chose qui sera d'ailleurs très critiqué par certains républicains comme Jean Jaurès, puisqu'on va interdire les anarchistes, on va les empêcher de s'exprimer pour préserver la République et pour combattre un mouvement qui apparaît comme trop violent. Donc là aussi, une contestation de la République qui va être combattue très violemment par le pouvoir. La crise majeure de cette époque, c'est évidemment l'affaire Dreyfus de 1894 à 1906 et surtout dans les années 1898-1899. Je vous ai donné tout un dossier sur l'affaire Dreyfus, donc je ne vais pas revenir sur son déroulement, sur cette affaire d'espionnage qui, en 1898, avec l'article « J'accuse » de Zola, va devenir une affaire d'État. Je voulais simplement revenir sur cette idée d'une France coupée en deux. D'où l'expression qui a été utilisée par certains historiens des deux France. L'affaire Dreyfus va montrer un certain nombre de faiblesses de la République, va aussi montrer la force de ses opposants, que ce soit des personnes dans l'armée, que ce soit des membres du clergé, très hostiles à la Troisième République, que ce soit des antisémites et surtout ce qu'on va appeler les nationalistes. Donc la France va être coupée en deux entre Dreyfusards et anti-Dreyfusards, et très souvent, chez les anti-Dreyfusards, on va retrouver des personnes qui sont hostiles à la République. C'est à l'époque de l'affaire Dreyfus que va s'organiser l'extrême droite nationaliste. Alors, le nationalisme, l'exploitation politique du sentiment national. En France, le terme désigne le nationalisme agressif de l'extrême droite par opposition au patriotisme républicain. Donc, à cette époque, le nationalisme est en quelque sorte récupéré par des personnalités d'extrême droite, et ces personnalités d'extrême droite vont avoir une certaine vision de la nation. Ils considèrent que la nation se définit d'abord de façon biologique, les Français étant opposés aux étrangers et parmi ces étrangers aux Juifs. Quelqu'un comme Maurice Barrès développe toute une vision de l'affaire Dreyfus en disant, en gros, je me fiche que Dreyfus soit coupable ou non, c'est-à-dire dans l'affaire qui a été soulevée, à partir du moment où il est d'origine juive, il est étranger à la France. Il est finalement coupable d'être étranger à la France. Maurice Barrès développe d'ailleurs un argumentaire assez hallucinant en disant certains disent que Dreyfus n'est pas traître, c'est pas faux. À partir du moment où il n'est pas français, il n'a pas trahi la France. Donc une vision biologique de la nationalité.